J'avoue que ce rosé se boit tellement bien que si on mange pas de pad thai, ça va être marrant. Je sens venir le sextoy. Trop beau. C'est très joli. Moi j'aurais peur que ça se casse par contre en vrai. Bah non, c'est t'imagines. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons un nouvel invité, Fred. Fred a 39 ans, et avec lui nous avons discuté du coming out à Miramas, de Dawson et des années 90, des saunas et des backrooms, de modern jazz, de l'association Aide et de Philadelphia, de la PrEP et de militantisme, mais surtout de kiff. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être un homme ? Est-ce que ça me plaît d'être un homme ? Tiens, on m'avait jamais posé cette question. Je dirais oui, dans le sens où ce qui me plaît surtout, moi, c'est la sexualité entre hommes. Du coup, je suis plutôt à l'aise avec mon corps. Après, en termes d'échelle de privilège, j'ai conscience qu'être un homme, c'est plus simple dans notre société actuelle qu'être une femme. Et je trouve pas ça juste, donc ça me pose question. Et c'est quoi pour toi la masculinité ? Pendant longtemps, j'ai eu du mal avec ma masculinité à moi parce que je trouvais que j'étais pas assez viril, pas assez masculin. Maintenant, c'est quelque chose dont je me suis libéré, que j'ai déconstruit avec le temps. Je suis pas quelqu'un de non-binaire parce que je suis quelqu'un, je pense, de masculin. Et parfois, j'aime bien aussi, en soirée, être un petit peu efféminé, faire la folle, mais sans se moquer. Juste, en fait, être libéré de ce carcan de la masculinité à tout prix, de la virilité à tout prix. Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir un garçon ? Je sais que ma mère aurait voulu avoir une fille. Après, est-ce que ça a influencé des choses dans mon enfance ou quoi ? Non, pas du tout, parce que je l'ai su après. Mon père était content d'avoir des garçons. C'était pas quelqu'un d'hyper ouvert sur la féminité. Enfin, moi, j'étais un petit garçon assez sensible. J'avais que des amies filles. J'aimais jouer à la poupée avec mes copines, tout ça. Et c'est quelque chose qu'il a vite compris chez moi, qui l'a dérangé, je pense, parce qu'il a essayé de m'endurcir, entre guillemets. Mon père était chasseur, donc il a essayé de m'emmener à la chasse, chose que j'ai détestée. Donc je me rappelle que j'étais resté dans la voiture et j'avais refusé d'aller chasser. Et inversement, moi je voulais faire de la danse moderne jazz. Et je sais que mon père, je me souviens d'une discussion entre mes parents, mon père avait dit oui à ma mère, tu vas en faire une mauviette ou une tapette, un truc comme ça. Et ça m'avait marqué parce que j'étais tout petit, j'avais 7 ans, et je comprenais pas trop ce que ça voulait dire, mais je comprenais que c'était, dans les yeux de mon père, c'était quelque chose de mauvais, de péjoratif, et je voulais pas le décevoir. Donc en fait, j'avais arrêté de faire de la danse moderne jazz à cause de ça. Et c'est quoi les principales idées avec lesquelles tu as grandi concernant les filles et les garçons, et plus tard les femmes et les hommes ? Question compliquée parce que moi, le modèle de mes parents, je pense, c'est tout ce qu'il faut pas faire en fait dans la vie. Dans le sens où mon père était très macho, très jaloux, il est alcoolique aussi. Il a tendance à frapper ma mère. Ma mère, elle était un petit peu soumise et du coup pas heureuse en couple, clairement. Donc mon père, il a trompé. C'était pas ce qu'on appelle un couple ouvert, dans le sens où c'était pas voulu, choisi. Du coup, ma mère, elle a subi la situation, elle en a beaucoup souffert. Elle est restée avec mon père pour que mon frère et moi, on ait un référent masculin. Sauf qu'en fait, ça a été, je pense, la plus grosse erreur de sa vie, dans le sens où elle a été très malheureuse. Elle est restée avec un homme toxique, pour le coup. Et du coup, moi, j'ai grandi avec ce contre-modèle un peu du couple qui se déchire, qui s'engueule, beaucoup de violence, verbale, mais physique aussi. Alors, ma maman est décédée quand j'avais 20 ans. J'étais très proche d'elle. Donc, ça a été très, très compliqué. Donc, elle est morte d'un cancer de la gorge. Voilà, c'était un peu un pilier dans ma vie, ma mère. Mon père, non, parce qu'ils étaient divorcés pour le coup et j'avais pris beaucoup de distance avec lui. Il est mort aussi d'un cancer aussi, mais 5 ans plus tard, quand j'avais 25 ans. Du coup, ouais, j'ai plus mes parents aujourd'hui et c'est compliqué. Tu disais que tu étais proche de ta maman. Ouais. Est-ce qu'avec elle, vous pouviez discuter assez librement ? Oui, c'est quelqu'un qui m'a inculqué très vite des valeurs d'ouverture. Quand j'ai fait mon coming out gay à l'âge de 19 ans, elle l'a très bien pris. Bon, elle s'en doutait évidemment, hein, comme toutes les mamans. Mais c'est une vraie confidente pour moi et une vraie complice. Et ce qui est d'autant plus dur de l'avoir perdu juste après, 1 an après.
Tu parlais tout à l'heure de ton coming out. Comment tu l'as fait? Comment ça s'est passé? À l'époque, ce qui m'a aidé, c'est avoir une représentation dans une série télé. Je ne sais pas si vous avez connu, vous êtes plus jeune que moi, Dawson. Si. Ouais, vous avez connu Dawson. Si vous voulez, quand on grandit dans un monde hétéronormé, le fait d'avoir des exemples gays, c'est pas si évident que ça. Et à l'époque, à la télé, il n'y en avait pas beaucoup. Je rappelle que c'était en 2000-2001, ouais. J'avais 19 ans. Et en fait, ce personnage, dans Dawson, Jack, faisait son coming out gay auprès de ses amis, etc. Et notamment auprès de Joey, je crois, c'était sa meilleure amie. Et du coup, moi, ça m'a inspiré. Donc, j'ai fait mon coming out auprès de mes copines déjà au lycée. J'étais en terminale. Et ça s'est super bien passé. Et puis après, ça m'a donné la force d'en parler à ma maman. Et mon frère, j'arrivais pas à lui dire. Mon frère, il a 3 ans plus que moi, et c'est un peu le macho marseillais. Donc ma stratégie à moi a été un peu radicale. À cette époque, tous les samedis soirs, on sortait dans la même boîte où tout le monde allait, en fait. Et j'avais mon premier copain à l'époque, qui s'appelait Bruno. Et donc je suis sorti avec mes amis, avec Bruno, il y avait mon frère et ses potes. Et à un moment donné, je suis monté sur une espèce de podium, là, vous savez, où on faisait les beaux, tout ça. Et là, j'ai embrassé Bruno à pleine bouche, donc devant mon frère et tous ses potes. Et voilà, bon, j'étais un peu bourré, tout ça. Le lendemain, mon frère, il arrive chez moi et puis il me dit, il avait le visage vraiment fermé, comme s'il allait m'annoncer un décès, quelque chose de grave. Et il me dit, écoute Fred, hier en boîte, on t'a vu embrasser un mec et tout. C'était pour déconner, c'était pour délirer et tout. Je fais, non, en fait, c'est mon petit copain et tout. Et là, il a fait une tranche. C'était compliqué, en fait, pour lui. C'est très dur à entendre. Quelques jours plus tard, on s'est retrouvés dans la même boîte, donc une semaine après. Et l'alcool aidant, il m'a dit, bon, écoute, ça me fait chier, mais bon, t'es mon frère et tout. Donc je t'aime comme tu es. Par contre, tu ramènes pas ton mec à la maison, quoi. Donc bon, c'était une semi-victoire, voilà. Et puis voilà, donc du coup, c'était ma façon à moi de faire mon coming out auprès de mon frère. On va parler un peu de ton éveil sexuel maintenant. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir par rapport à la sexualité ? Alors moi, ce qui me vient en tête, c'est en fait avec mon frère, on avait piqué une VHS, une vidéo porno de mon père. Et j'avais 11 ans. Et c'est le premier porno sur lequel je suis tombé. Et j'ai été très vite excité par le sexe de l'homme. Et très vite, je me suis identifié dans le film à la femme, au corps pénétré. À la fois, c'était hyper excitant parce que je me souviens avoir une érection et tout. Et en même temps, c'était hyper troublant parce que je me disais, mais qu'est-ce qui cloche avec moi en fait ? Donc ça, c'est mon premier souvenir. Et suite à cette vidéo, je sais que je me suis masturbé peu de temps après. Donc je devais avoir 11-12 ans. Et je me souviens que mes premières masturbations, il y avait beaucoup de culpabilité derrière. Parce que justement, j'avais toujours cette image en tête de cette grosse bite. Désolé, mais voilà. Cette grosse bite d'homme. Et ça m'excitait. Et je me disais, mais en fait, je suis pas normal, quoi. C'est bizarre, je suis un mec. C'est plutôt le vagin qui devrait m'exciter. Et je me souviens que les premières fois, j'essayais de me masturber en pensant aux femmes. Bon, ça marchait pas trop. Donc, j'avais beau essayer de m'imaginer dans le vagin, tout ça, non. Peut-être la première année, j'ai essayé de me dire qu'en fait, c'était une passade. Et je me disais, voilà, force-toi à penser aux filles. Mais très vite, j'ai compris qu'en fait, ça n'allait pas passer. Parce qu'en fait, le corps de l'homme, le sexe de l'homme m'excitait beaucoup. Donc, en fait, vers 13 ans, je suis allé dans une autre mentalité. Je me suis dit, en fait, t'es gay. Ok, t'es pas bi, hein, c'est clair. Mais tu vas pas le dire. Ça va être ton secret jusqu'à la fin de tes jours. Et tu vas avoir une double vie, machin. Donc, j'étais parti sur ça, en fait. Comme c'est honteux, tu vas le vivre parce que t'as envie de le vivre, mais tu vas le cacher, en fait. Du coup, qu'est-ce que tu fantasmais du sexe ou ce que tu pouvais espérer de ta première fois ? Alors moi, j'ai toujours été fasciné par le sexe de l'homme, en fait, vraiment. Et j'avais très envie de faire une fellation. Ça m'excitait énormément. Moi, la pénétration, bizarrement, c'était pas le truc qui m'attirait le plus. Mais ça me travaillait énormément parce que je me souviens qu'à 15 ans, pendant l'été, au moment où j'avais les hormones, vraiment, j'étais allé à Miramas, il y avait des chiottes publiques, tu vois. Et je savais que dans ces chiottes publiques, il y avait des rencontres la nuit. On m'avait dit, il y a des pervers. Et moi, du coup, le mot pervers m'avait intéressé. Donc je me souviens que j'étais allé là-bas la nuit. Et malheureusement, il y avait personne, quoi, tu vois. Et c'était hyper frustrant, quoi. Donc ouais, j'avais très envie de vivre un truc sexuel à 15 ans, mais ça n'arrivait pas. Ça n'arrivait pas encore. Ça arrivait peu de temps après, à 16 ans, avec un copain de classe en 3e. On était en train de faire un exposé en musique. Et en fait, comment ça s'est passé ? Il n'y avait pas ses parents, on était tous les deux, et puis il m'a dit j'ai un magazine porno, hétéro bien sûr, ça dit qu'on le mette ensemble et tout. Je suis ouais, vas-y, tout ça. Donc il commence à sortir le magazine, et puis là, je vois qu'il est excité, moi aussi, donc il me dit ça dérange si je me touche un peu. Je suis non, vas-y. Voilà, moi j'en pouvais plus, je bandais comme un fou. Et là il commence à se masturber, tout ça, il me dit vas-y toi aussi, donc bon, je commence à me masturber, machin.
Je me souviens qu'il avait un sexe assez imposant pour un mec de 16 ans, donc ça m'avait bien excité. Il voyait que je le matais. Il avait compris, en fait, que j'étais excité par... voilà. Et du coup, il m'a dit, si tu veux toucher et tout. Donc, bon, je commençais un peu à le branler, tout ça. Et après, je l'ai sucé un petit peu, mais c'était maladroit parce que je savais pas trop comment faire, tout ça. Et après, en fait, ça allait très vite. Il m'a dit, est-ce que tu veux que je te prenne ? Et en fait, sur le coup, je me suis dit, bon, bah allez, on y va, de toute façon, c'est le moment ou jamais. Mais sauf qu'on n'avait pas de capote, on n'avait pas de gel, on n'avait rien, tu vois, c'était vraiment improvisé. Et du coup, je me souviens que j'avais eu très mal. Parce que tu vois, la première sodomie à sec. La première à sec, quoi. Mais je te jure. Genre, il a fait 3 va-et-vient et je dis stop, j'ai trop mal et tout, tu vois. Et après, je suis allé me doucher et je me souviens que j'avais du sang. C'est normal, je m'étais jamais fait sodomiser, en plus, tu vois, à sec et tout. Et en fait, après coup, j'étais hyper déçu. En fait, parce que je me suis mis tout ça pour ça, quoi, tu vois. J'avais tellement fantasmé, idéalisé ce moment, quoi, que du coup, j'étais un peu frustré, quoi. Bon, après, j'avais quand même essayé de le revoir, mais il se trouve que lui, il partait en vacances, puis après, il avait quitté la ville et tout. Bref, on s'est jamais revus. C'était un peu raté, ma première fois, en vrai. Mais bon, j'étais quand même content de le faire à 16 ans. Je me disais, voilà, au moins, c'est fait, quoi. Et t'en as parlé de ça ou c'était vraiment top secret ? Ben non, je pouvais pas en parler parce que personne savait que j'étais gay, tu vois, donc c'était mon secret. C'était avant Dawson. Ouais, oui, c'était avant Dawson. Ouais. Dawson, c'était en terminale, donc j'avais 18-19 ans. Et là, c'était à 16 ans. Ouais. Et du coup, quand t'as fait ton coming out post-Dawson, c'est le moment où tu t'es dit, c'est bon, je vais pas avoir cette double vie. Je vais... Ah ouais, parce que ça a été hyper libérateur, déjà d'en parler à mes copines, d'avoir leur soutien, et surtout d'en parler à ma mère, en fait, parce que c'était le plus important pour moi, c'était ma mère. Et à partir de là, j'étais complètement libéré, et puis j'en parlais très facilement. Puis après, je suis parti à la fac, à Aix-en-Provence, et là, c'était génial, parce que tu vois, il y avait ce côté plus libre que dans une petite ville comme Miramas, où tu croises toujours une voisine à la boulangerie, un truc comme ça. J'allais sur Marseille, donc j'ai fait mes premières boîtes gays, et j'ai découvert aussi le milieu des backrooms, parce que je ne connaissais pas. En fait, les backrooms, vous savez, c'est quand tu vas en bas, c'est un peu sombre et les mecs, ils se touchent et tout. Très vite, j'ai été fasciné par cette facilité d'avoir des rapports sexuels entre hommes, en fait. Et il n'y a pas cette pression, il n'y a pas ce truc codé, en fait, de devoir, tu vois, faire la cour, etc. et tout. Ce côté anonyme aussi, tu vois. Tu descends en bas et puis, en fait, tu palpes les gens, on se touche, on se branle, on se suce. On ne sait même pas qui a touché qui parce que c'est sombre et tout. Moi, ça m'a vite fasciné, en fait, cette liberté. Ce qui est intéressant aussi avec le milieu gay et sexe, c'est qu'il n'y a pas de barrière sociale, en fait. C'est-à-dire que tu peux croiser des gens connus, tu peux croiser des gens importants, et en fait, on est tous au même niveau, quoi. Finalement, il y a un côté presque animal, où toutes les barrières sociales, professionnelles, raciales, disparaissent. Vraiment, il y a un truc assez égalitaire que je trouve intéressant. Quand j'étais étudiant, j'ai eu l'opportunité d'aller rendre visite à un pote à Paris, et en fait, j'ai fait mon premier sauna gay. Ça a été une révélation. L'ambiance, la moiteur, l'érotisme de ces lieux, en fait. C'était la backroom puissance 1000, parce qu'en backroom, c'est un peu sombre quand même, tu vois pas trop et tout. Là, en fait, quand même, tu vois, il y a un côté très animal, mais c'est aussi très érotique. Tu effleures les gens, on se regarde, on se sourit, et facilement, t'es dans le hammam, le mec, il va se mettre à côté de toi, il va mettre une main sur ta cuisse, et puis, hop, ça va vite, et c'est tellement naturel, c'est tellement spontané. C'est quelque chose qui m'a vite fasciné, en fait. Cette facilité de faire des rencontres, ce côté à la fois animal et tendre, c'est-à-dire qu'un mec que tu connais même pas son prénom, tu vas dans une cabine, tu vas baiser avec lui, ça peut être assez bestial et tout, et puis bon, une fois que tu as joui, il va te prendre dans ses bras, et tu peux avoir un moment de tendresse assez hallucinant avec un inconnu, et finalement, à la fin, au fait, tu t'appelles comment ? Bah, moi c'est Fred, et bah, moi c'est, tu vois, ça peut paraître étrange, mais en fait, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ça donne presque envie. Mais tu sais qu'il y a des couples hétéros qui vont dans les saunas libertins, ils vont passer un moment détente, au jacuzzi, hammam et tout, et après ils vont dans une cabine, ils s'enferment et ils font l'amour ensemble, tu vois. Il y en a qui sont exhibes aussi, qui laissent un peu ouvert, et tu vois, il y a plein de formules différentes. Moi, je me rappelle un sauna libertin hétéro où la femme en fait venait avec son mari qui était bi, et en fait son fantasme à elle, c'était de voir son mari se faire prendre par d'autres mecs. Donc en fait, elle laissait la porte ouverte, et lui il était en position, tu vois, avec les fesses un peu offerte, quoi. Et elle disait au mec, bah, venez, en fait. Bon, le mec, en général, il voulait plutôt s'amuser avec elle, mais elle disait, bah, ok, mais dans ces cas-là, tu t'amuses avec mon mari aussi, quoi. Et je trouvais ça hyper beau, en fait, presque, parce que tu vois, finalement, elle aimait son mari, mais elle savait qu'il avait besoin de ça. Donc, quelque part, elle allait lui donner ce plaisir, mais elle voulait être là pendant ce moment-là. Et puis, elle y trouvait son plaisir aussi. Et elle y trouvait son plaisir aussi, tu vois. Donc, ouais, tu vois, il y a plein de combinaisons possibles, hein. Tu peux y aller en couple et rester avec ton mec, tu peux y aller seul et te faire un gangbang avec 10 mecs, tu peux y aller en troupe, il y a plein de possibilités possibles.
Vraiment, ce que j'aime dans ces endroits-là, et notamment dans les saunas libertins hétéros, plus que dans les saunas gays d'ailleurs, c'est il y a beaucoup de chaleur humaine. Et en fait, moi, je suis militant pour Aide, et quand je me souviens, je faisais de la prévention dans un sauna libertin à Paris. Il y avait cette femme qui venait tous les après-midi. Elle connaissait tout le monde, elle faisait la bise, il buvait le thé au bar, et puis après, elle allait en bas pour se faire des gangbangs, en fait. Et je trouvais ça génial. Et puis à 17h, elle devait partir parce qu'elle devait aller chercher ses enfants à l'école. Et j'aimais bien le côté femme avec une liberté sexuelle, et puis une maman en même temps, quoi. Je trouvais ça très, très touchant. T'es militant pour Aide ? Tout à fait. Parce que je suis séropositif au VIH depuis 10 ans. Ça a été un petit peu le choc de ma vie. Je dis souvent qu'il y a un avant et un après. Tout a basculé donc en 2009, effectivement. Quand j'ai découvert, j'étais séropositif. Comment t'as réagi ? C'était compliqué parce que, en fait, je sortais d'une relation de 4 ans, une relation exclusive, monogame, qui à la base n'était pas vraiment mon choix, mais bon, j'avais suivi l'envie de mon mec à l'époque, et puis finalement j'ai su après coup que lui n'était pas monogame, donc bon, ça arrive souvent. Toujours est-il qu'à cette époque-là, je me sentais assez seul, parce que c'était une relation assez fusionnelle. À l'époque, j'ai pas beaucoup d'amis gays, donc je sortais beaucoup du coup en sauna, puis aussi dans des sex clubs, donc notamment le Dépôt à Paris, qui est un endroit où ça fait boîte de nuit en haut et backroom en bas. Si tu veux, à cette époque-là, j'avais pas une très bonne estime de moi. On dit souvent que c'est quand on est vulnérable et qu'on n'est pas très bien qu'on a tendance à prendre plus de risques. Et bon, ça s'est avéré avec moi. En fait, c'est-à-dire que j'avais tendance à picoler, et puis après, le soir, j'allais au dépôt, et puis là, voilà, je me faisais prendre par des mecs, je regardais pas s'il y avait une capote ou pas. Et donc ça, c'était pendant l'été 2009. Mais j'avais quand même conscience qu'en tant que gay, j'étais très exposé au VIH, donc je faisais des dépistages tous les 3-4 mois quand même. C'est tout en négatif. Donc je me disais, bon, bah en fait, c'est bien, je passe entre les gouttes, ça ne me concerne pas. Et puis en décembre 2009, je fais mon petit dépistage habituel. Et en plus, là, je viens de rencontrer un mec, genre une semaine avant, avec qui ça matchait bien et tout. Donc je me suis dit, bah c'est l'occasion, hein, tu sais, tu rencontres un mec, machin. Et puis au moment d'aller chercher les résultats, le médecin me dit, le résultat n'est pas celui qu'on espérait. Et là, en fait, ta vie, elle s'arrête d'un coup, tu te décomposes. Le médecin, il t'explique, mais tu l'entends plus. Ça, c'est comme au cinéma. Et là, je suis en train de me refaire tous les films de l'été 2009 et des mecs avec qui j'ai couché, des risques que j'ai pris. Et tu te dis, merde, mais c'est pas possible, mais comment ça a pu m'arriver à moi ? Pourtant, je suis quelqu'un d'informé. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mois avant, j'avais eu ce qu'on appelle une primo-infection, c'est-à-dire j'avais tous les symptômes d'une grippe, fièvre, perte de poids, etc. Et j'étais allé voir mon généraliste qui m'avait dit, bah ouais, vous avez la grippe, quoi. Enfin, c'était au mois de novembre, il fait froid, tout le monde, voilà. Et j'avais pas pensé une seconde que ça pouvait être le VIH, en fait. La primo-infection, c'est quand tu viens d'être infecté par le VIH et que le virus, il se réplique à fond dans ton système. Donc ça ressemble à une grippe, en fait. Moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est le mec que je venais de rencontrer, parce que je devais le retrouver le soir, il devait me présenter ses potes à une soirée et tout. Et je me dis, mais c'est même pas la peine, tu vois, il va pas rester avec moi, je suis un séropositif et tout, enfin, tu vois. Je me souviens que j'étais rentré chez moi, et la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis regardé dans le miroir, et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui avait changé. C'était complètement irrationnel parce que ça n'avait pas changé. J'avais perdu un peu de poids, mais c'est normal, j'avais eu une primo-infection, tout ça. Et tu vois, j'avais comme l'impression que le virus, il se voyait sur mon visage. Et je me souviens que le deuxième réflexe que j'ai eu, c'est que je me suis fait couler un bain, tu vois, comme pour me nettoyer, comme si je me sentais sale, tu vois. Et là, le mec de l'époque, il m'appelle et tout, et il savait que je venais chercher mes résultats, et je répondais pas et tout. Et j'avais envoyé un texto en disant désolé, mais je me sens pas bien. Donc il a compris. Tu vois, il a compris que voilà. Et il m'a dit non, mais il n'y a pas moyen que tu restes seul. Dans 1 heure, je viens te chercher et on sort et tout. Et bon, il m'a convaincu et finalement, il a bien fait parce que voilà, ça m'a permis de pouvoir me changer les idées. Bon, ça s'est avéré que ce mec était un connard et on n'est pas resté longtemps ensemble. mais il a bien agi. Mais ce soir-là, il a géré. Mais ce soir-là, il a vachement bien géré et je le remercie encore s'il m'écoute. Moi, j'étais resté sur des images des années 90, tu vois, le film Philadelphia, Tom Hanks qui meurt dans d'atroces souffrances, quelque chose de très anxiogène en fait. Et je me disais, mais ça va être ça ma vie en fait, et j'avais très peur. J'avais pas conscience des nouveaux traitements, des avancées thérapeutiques, tout ça. Donc en fait, les 2 premières années, ça a été assez compliqué. Ah oui, puis pour arranger les choses, j'ai découvert que j'avais des condylomes en fait au cul. C'est dû au virus HPV. HPV, en fait, c'est le papillomavirus que les femmes vous pouvez avoir, par exemple, vous dans l'utérus et qui peut rendre stérile. Et en fait, les hommes gays, nous, on peut en avoir aussi avec des relations anales, en fait. Et c'est assez commun. Et en fait, quand t'es séropo, on te fait faire le dépistage parce que comme ton système immunitaire il est affaibli, t'as tendance à être plus sujet au condylome, en fait. Et il s'avère que moi, c'était jackpot, j'en avais plein. Alors quand on n'a pas beaucoup et que c'est
c'est à l'extérieur, ça peut se traiter avec une crème, sauf que moi, c'était à l'intérieur du canal anal, et du coup, c'était anesthésie générale, tout ça, donc c'était cool. En plus, j'ai fait une rechute parce qu'il en restait un peu, donc deuxième opération. En fait, pendant 1 an, ma sexualité était un peu en stand-by, donc déjà compliqué, et puis en plus, raconter à des gens que tu es séropo, enfin à des mecs sur les applis de rencontre, c'était très violent, quoi. Tu vois, les mecs, ils te demandent est-ce que t'es clean, quoi. C'est hyper stigmatisant comme terme. Et même, je me rappelle d'un truc, je crois que c'est le souvenir le plus compliqué pour moi, c'est... J'étais allé au sauna et j'ai rencontré un mec et ça se passait bien. On était dans la piscine, on s'embrassait, tout ça et tout. Et il me disait, tu me plais trop, j'ai envie qu'on passe la nuit ensemble. Il voulait pas aller dans une cabine. Je lui dis, ok, tu me plais bien toi aussi, tout ça. Il me propose d'aller chez lui en banlieue. Il était en voiture, donc on arrive chez lui, tout ça. Presque minuit, tu vois. Et puis au moment de passer à l'acte, tu vois, j'étais assis sur lui, il bandait, tout ça. Et il me dit, au fait, t'es clean ? Je savais pas quoi répondre. J'ai dit, il faut que je sois honnête, quoi, tu vois. Et je lui dis, écoute, en fait, je suis séropositif, mais je suis sous traitement, tout va bien et tout. De toute façon, on peut mettre une capote et tout. Et en fait, le mec, il a eu tellement peur qu'il a eu un geste de recul, mais vraiment physique, quoi, tu vois. Et en fait, il m'a dit, non, ça me fait trop peur, en fait, donc on va arrêter là. Comme il était minuit, il pleuvait dehors et tout, je lui ai dit, écoute, ok, bon, c'est dommage, mais on peut passer la nuit ensemble, tu vois, on peut juste faire des câlins et tout. Il me dit, non, en fait, je vais te raccompagner à la gare. Et ça, c'était hyper violent parce que, tu vois, je me retrouve sur le quai de la gare, je suis plus dans quel bled, là, à 1h30 de chez moi, à attendre un RER sous la pluie, d'un mec qui m'a complètement rejeté en raison de mon orientation sérologique, quoi. Ça a été un peu le déclic. À partir de là, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose, en fait, pour arriver à me préserver, parce que c'est pas possible, quoi. J'ai rejoint un milieu associatif, donc l'association Aide. Alors ça n'a pas été évident la première année parce que j'étais encore hyper mal. À l'époque, j'avais un traitement qui avait des effets indésirables assez lourds. Je n'avais pas compris sur le coup, mais j'étais en train de faire une dépression et je me reconnaissais pas. J'étais très triste et tout parce que je suis quelqu'un d'assez optimiste d'habitude, tu vois. Je kiffe la life, quoi. Et là, je kiffais pas la life. Du coup, j'écoutais Mylène Farmer tous les soirs. Ouais, gros signe de dépression. Ouais, non, j'étais pas bien. Et même mes amis me disaient, Fred, on te reconnaît pas. T'écoutes Mylène Farmer, ça va plus. Non, mais tu vois, en soirée et tout, des fois, je me mettais à pleurer. Je sais pas pourquoi, tu vois. Et en fait, un soir, j'étais hyper mal. Je me sentais très seul et tout. Et j'ai fait une TS, mais je dirais pas que c'est une TS, c'est plus un appel, c'est-à-dire j'ai pris plein de médocs et puis j'ai envoyé un texto genre à tous mes potes en disant je suis désolé mais je me sens trop seul et tout. Évidemment tout le monde a appelé les pompiers et tout, donc les pompiers sont arrivés, puis j'ai fini la nuit à l'hôpital, enfin c'était assez glauque comme histoire. Le côté positif de cette histoire, c'est que j'ai compris que c'était à cause de mon traitement, finalement, que j'avais fait cette dépression. Parce qu'à l'hôpital, quelqu'un m'a dit, vous prenez quoi comme trithérapie ? J'ai dit, je prends ça. Et vous avez vu, dans les effets indésirables, c'est marqué état dépressif, idée noire et tout. Je suis, non, moi, j'aime pas lire les effets indésirables. Dès le lendemain, j'ai pris rendez-vous en urgence avec mon infectiologue et on a changé de traitement. Et là, ça allait beaucoup mieux. Tu parles de ton infectiologue. En fait, quand t'as le VIH, après t'es suivi médicalement par quelqu'un quelqu'un en fait, tu rentres dans un parcours de soins. À l'époque, c'était tous les 3 mois. Maintenant, c'est tous les 6 mois. Le VIH, c'est quoi ? C'est un virus qui s'en prend à tes défenses immunitaires. Donc, en fait, pour rester en bonne santé, ton traitement, il a 2 effets. Le premier effet, c'est de fortifier tes défenses immunitaires, ce qu'on appelle les CD4. Et le deuxième effet, c'est ta charge virale. La charge virale, c'est le taux de virus dans le sang. Donc, le but, c'est de la maintenir la plus basse possible pour qu'elle devienne indétectable. Et en fait, on dit que quand on a une charge virale indétectable, en fait, on ne peut pas transmettre le virus. Ça, à l'époque, je ne savais pas en plus, parce que les médecins, ils étaient un peu frileux pour communiquer sur ça. Pourtant, ça datait de 2008, mais il n'y avait pas encore un consensus vraiment. Le consensus, il est arrivé quelques années plus tard. Et moi, j'en ai voulu d'ailleurs à mon infectiologue de ne pas me l'avoir dit, parce qu'en fait, en tant que séropo, savoir que tu as le virus et que tu ne peux pas le transmettre, c'est hyper bénéfique, tu vois, en termes d'estime de soi et tout. Parce qu'à l'époque, même si je baisais avec capote et tout, j'avais hyper peur de le transmettre à mes partenaires. Alors que si on m'avait expliqué que grâce à mon traitement, je ne pouvais pas le transmettre, peut-être que ça m'aurait enlevé un poids... En fait, aujourd'hui, le problème, c'est ce qu'on appelle l'épidémie non diagnostiquée du VIH. Donc, c'est les personnes qui sont séropos et qui ne le savent pas. Et en fait, comme tu ne le sais pas, tu n'as pas accès à un traitement. Et du coup, ta charge virale, elle est élevée. Et c'est là où tu es très contaminant. Et c'est comme ça que, malheureusement, l'épidémie continue aujourd'hui. Alors que si tout le monde se fait dépister et traiter, on peut mettre fin à l'épidémie. Tout à l'heure, tu parlais des médecins. Est-ce que le cadre médical, il a été bien traitant avec toi ? Est-ce que ça s'est toujours bien passé ? Ou est-ce que parfois, tu as eu affaire à... Moi, oui, je suis plutôt privilégié parce que j'habite à Paris et j'ai toujours eu des médecins plutôt bienveillants. Après,
Cet infectiologue là dont je vous ai parlé en 2011, déjà quand je lui ai dit que j'avais fait une TS à cause du traitement, il me croyait pas trop. Oui, vous êtes sûr, c'est pas plutôt vous qui faites une dépression? Bah non, j'ai 30 ans, je me connais quoi, c'est pas mon état normal. Donc déjà il rechignait un peu à me changer de traitement, et en plus je trouvais que les rendez-vous avec lui étaient un peu expédiés, ça durait 5 minutes, on parlait pas du tout de ma vie affective, de ma vie sexuelle et tout. Donc finalement j'ai changé de médecin. Comme j'évolue dans un milieu militant, informé et tout, mes médecins je les choisis parce qu'ils sont séro-friendly, gay-friendly, que ce soit mon dentiste, mon infectiologue ou même mon généraliste, ils sont tous hyper calés sur le sujet et bienveillants et safe, quoi. Et donc en fait, voilà, pendant ces 2 premières années, je savais pas que je ne transmettais pas le VIH. Du coup, c'était hyper compliqué. Je me souviens qu'à chaque rencontre, j'avais une stratégie différente. J'ai tout essayé. J'ai essayé de le dire le premier soir. Bon, vous avez vu, ça n'a pas trop marché. Le mec, il m'a raccompagné à la gare. Fail, epic fail. J'ai essayé d'attendre quelques rendez-vous, le temps que la personne s'attache un petit peu à ma personnalité et me réduise pas au VIH. Il y a un gars sympa avec qui je suis sorti pendant 1 an et avec qui je suis toujours ami aujourd'hui, qui s'appelle Georges. Lui, je lui ai dit au 3e rendez-vous, en face à face. Lui, ce qu'il m'a dit quand je lui ai dit, franchement Fred, je vais pas te mentir, ça me fait peur. Il m'a dit, je sais pas si j'arriverai. Et j'ai dit, écoute, ok, je te laisse digérer le truc. Et puis, si tu veux qu'on se revoie, on se revoit. Et puis, genre 2 jours après, il m'a dit, écoute, je te propose qu'on aille dîner ensemble. On a dîné ensemble et il m'a dit, t'es quelqu'un de très attachant, j'ai envie de tenter le truc, mais laisse-moi du temps. Sexuellement, même si tu me dis que tu es pas contaminant, moi j'ai besoin de mettre une capote. Je dis, mais il n'y a pas de souci, je comprends en fait, tu vois. Donc, on a passé 1 an ensemble, ça s'est très bien passé. C'était une belle histoire. Et après, il m'a remercié en me disant, merci parce que grâce à toi, je sais que maintenant j'ai plus cette peur irrationnelle du VIH. Et si je rencontre quelqu'un, ce sera beaucoup moins compliqué, quoi. Et donc, ensuite est venue ma rencontre actuelle avec mon mec. Donc, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Donc, lui, je l'ai rencontré dans le cadre de Aide. Alors, c'est drôle parce que c'était une soirée de prévention qui s'appelait Mêle-toi de ton cul. Chaque mois, on faisait venir un invité. On avait un thème. Et donc là, le thème, c'était la santé anale. Tout un programme. Donc, il y avait un proctologue. Donc, c'était pas du tout glam ou romantique, hein. Et le mec, il nous passait des diapositives de fissures anales et de condylomes. T'as rencontré ton mec alors que vous regardiez des diapos de fissures anales. Génial. Ouais, c'était génial. Et en plus, c'était un local qui donnait sur la rue. Et je me rappelle qu'il y avait des passants qui s'arrêtaient, tu sais. Mais c'est quoi cette soirée où ils sont en train de voir des grosses diapos de trous du cul boursouflés et tout. C'était assez drôle. Et bref, et toujours est-il que, en fait, au début de la soirée, on faisait un tour de table, chacun se présentait et il disait ce qu'il voulait. Et moi, je me rappelle que je m'étais présenté en disant, moi, je m'appelle Fred, je suis gay, séropos. Parce que voilà, là, on était en 2013 et ça y est, je l'assumais bien, quoi. Et mon mec, il s'était présenté, il disait, moi, je m'appelle Cédric, je suis gay, je suis séronégatif. Voilà, ça c'était posé. Et après la soirée, on est allé dîner avec plusieurs gens de l'asso, on s'est fait un japonais, et il était assis à côté de moi, on a sympathisé, on s'est ajouté sur Facebook, Insta, Twitter, et voilà, c'est parti comme ça en fait. Et si tu veux, quand on a commencé à flirter ensemble, je lui ai dit, est-ce que pour toi le VIH est un problème? Il me dit, bah non, tu vois, je suis militant chez Aide, et en plus son ex était séropo et tout, donc c'était vraiment un non-sujet pour lui. Et du coup, c'était d'une simplicité déconcertante. Est-ce que le sexe, pour toi, c'est important dans le couple? Alors, pour moi, c'est important tout court, en fait, pas que en couple. J'ai toujours compris que c'était une source de plaisir et de bonheur. Et voilà, j'en ai jamais eu vraiment honte. Bon, à part peut-être les premières masturbations, comme je vous ai dit, quand j'avais 11 ans, parce que j'assumais pas le fait de penser à des hommes. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très épanouissant pour moi. Ouais. Et est-ce que tu trouves que ta sexualité, elle influence la personne que t'es? Je pense parce que, forcément, les expériences que j'ai vécues m'ont apporté plus d'empathie envers les gens. C'est-à-dire, moi, j'ai eu beaucoup de partenaires dans ma vie, énormément, des centaines. Et du coup, c'est parfois mal vu. Même dans la communauté gay, le slut-shaming, ça existe, hein, vraiment. Hein. Il y a beaucoup de gays hétéronormés qui vont te dire moi, je suis pas une pute à jus, moi, je suis pas un IST, enfin, des trucs hyper violents, quoi, tu vois. Et en fait, ça, je l'ai complètement retourné. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu as eu une période, en fait, où les applis de drague type Grindr, Scruff et compagnie, chez les gays, c'est comme vous avec Tinder, ont fait que les gays ont déserté les saunas, les baracus, les bordels, tout ça. Dans la communauté gay, bordel, c'est les sex clubs, en fait. Il n'y a pas de prostitution, voilà. Et aujourd'hui, ce que je trouve marrant, c'est que les mecs sont un peu moins applis de drague et retournent un petit peu dans les saunas et les baracus et tout. Et d'ailleurs, c'est marrant, j'ai fait guide touristique dans un sauna gay parisien il y a quelques semaines avec un pote à moi. Il avait entendu comme quoi c'était des endroits un peu glauques et tout. Et il a passé une journée géniale, en fait. Et d'ailleurs, il est sorti après moi. Il m'a dit, Fred, tu as créé un monstre.
souvent sur les réseaux sociaux, je suis en colère contre les gays qui vont dire ah mais toi t'es une vraie salope parce que tu couches avec plein de mecs, parce que tu suces, parce que tu avales le sperme ou quoi. Mais en fait vous êtes qui pour juger les gens déjà, quoi, tu vois? Enfin, l'homosexualité, ça a toujours été une sexualité un peu marginale. Alors oui, le mariage pour tous, l'adoption, tout ça font qu'on rentre dans un truc plus hétéronormé. Mais en fait, il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie de rentrer dans ça. Tu vois, moi, je veux pas me marier, je veux pas avoir d'enfants. Bon, je suis en couple avec mon mec, je suis très heureux comme ça. Mais je suis pas monogame et j'ai pas forcément envie d'entrer dans une case, en fait. Et je revendique le fait d'avoir une sexualité différente, en fait. Voilà. Moi, j'ai de la chance, j'ai jamais eu d'expérience où il n'y a pas eu de consentement. Je pense que ça arrive plus en soirée privée, pour le coup. Parce que dans des lieux comme des saunas, où tu vois, il y a le personnel, il y a les clients, il y a des gens autour. Donc ouais, je suis déjà tombé sur des mecs chelous, mais franchement, tu rentres dans la cabine, tu sens pas le truc, tu sors, hein, tout simplement, en fait. Et le mec, il peut pas te forcer. Au pire, tu cries, il y a les clients à côté, quoi. Alors que dans une soirée privée, par contre, ça peut vite tourner à des choses assez glauques, quoi. Ouais. Tu nous parlais de ton mec tout à l'heure et du fait que vous étiez dans une relation libre. Ouais. Donc du coup, la monogamie, c'est pas important pour toi. Bah, c'est pas que c'est pas important, c'est que ça correspond pas à ma vision, moi, du couple, en fait. Moi, j'ai été 4 ans dans une relation monogame parce qu'on avait décidé ça à l'époque, j'étais jeune, j'avais 25 ans, mais j'étais très frustré. J'avais très envie d'avoir des rapports sexuels avec d'autres hommes. Et quand ça s'est terminé, j'ai compris que mon mec de l'époque, lui, s'était pas gêné pour le faire, en fait. Donc je me suis dit, la prochaine fois, non, je veux pas. Quand j'ai rencontré Cédric en 2013, je crois que le premier soir, notre first date, je lui ai dit, écoute, moi je te préviens, si on doit faire quelque chose ensemble, voilà, moi j'ai besoin d'avoir ma liberté, j'ai besoin d'avoir une sexualité avec d'autres hommes, une sexualité anonyme. Voilà, j'ai besoin de fréquenter des saunas ou des sex clubs et tout. Et il m'a dit ok, je l'entends. Voilà, du moment que ça prend pas l'ascendant sur notre vie à nous, quoi. Ce qui est normal. Voilà. Après, je rentre pas dans le détail avec Cédric. C'est-à-dire quand je vais au sauna, je lui dis pas. Voilà. Mais bon, il s'en doute. Voilà. Mais je trouve que ça n'a pas d'intérêt de lui raconter le détail de ce que je fais au sauna ou avec des mecs. Parce que c'est du cul pour du cul, il n'y a pas d'affect, en fait. Hein. Souvent, je ne connais même pas le prénom du mec, donc à quoi bon lui raconter ça, je ne vois pas l'intérêt. Enfin, pour moi, par exemple, aller au resto avec un homme dans un truc date, c'est plus grave qu'aller au sauna et lui sucer la bite, quoi. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer, mais je fais vraiment le distinguo, en fait, entre le corps et l'esprit. Et moi, je dis souvent que je suis fidèle de cœur avec mon mec, mais ouvert du cul. Voilà. J'adore. C'est une formule, voilà. Non, mais c'est vrai, hein, voilà, c'est. Et puis il y a eu des mecs en sauna ou en bordel qui m'ont dit Fred, franchement, j'aimerais bien te revoir, on échange nos numéros. Je dis non, je donne pas mon numéro, en fait. C'est une règle. La règle aussi, c'est que je fais jamais venir les mecs chez moi, parce que je vis avec Cédric, on habite ensemble, c'est notre lit, c'est notre espace safe à nous, donc c'est une question de respect, en fait. Voilà. Et au bout de 6 ans avec ton mec, comment tu fais pour que le sexe, ça reste toujours un truc chouette tous les deux? Alors d'abord, il faut savoir que 6 ans en année gay, ça fait 12 ans. Puisqu'il faut multiplier par 2, c'est une règle très importante. Donc 12 ans... Écoute, ouais, il faut trouver des petites astuces pour sortir du plan-plan et du quotidien. Je sais que j'aimerais bien l'emmener plus en sauna et tout. Après, c'est pas trop son truc, donc il faut aussi que je respecte ses envies. Mais on trouve des trucs, ouais, on trouve des petites astuces. Est-ce que ça a déjà pu être un sujet de dispute ou de frustration, le sexe? De frustration, non, déjà, parce que moi, je vis ce que je dois vivre avec Cédric et puis en dehors du couple. Et de dispute, non plus, non, parce qu'on se dit les choses assez franchement avec Cédric. Et, il a 46 ans, donc il a du vécu. Il a vécu avant en couple avec 2 mecs plusieurs années. Et pour moi, le couple, c'est un projet de vie, c'est partager des valeurs, partager des moments de joie, des moments de peine. Mais il m'appartient pas, en fait. Cédric, il est libre, quoi. Et, voilà. Et ta séropositivité aujourd'hui, c'est toujours un non-sujet? Toujours, ouais, toujours avec Cédric. Après, en dehors du couple, pour mes plans cul, en fait, pendant longtemps, j'en ai pas parlé. Parce que tu vois, ça m'est arrivé de me retrouver en cabine, au sauna, et le mec... il me demande si je suis séropo. Et en fait, je lui dis, mais à quoi bon lui expliquer? Parce que je suis sous traitement, je peux pas lui transmettre. Donc, il sera pas... En fait, j'ai eu les 2 cas. Je l'ai dit. Et le mec, il m'a dit, non, mais en fait, je vais arrêter, tu vois. C'est dommage pour moi, quoi. Et puis après, ça m'est arrivé de le dire aussi, et qu'en fait, le mec, il a plein de questions sur le VIH. Et du coup, je me retrouve à faire de la prévention.
Je te jure. Mais c'est presque touchant parce que tu vois, il a jamais parlé à un séropos et du coup, il veut que je lui explique c'est quoi les traitements et puis la PrEP. Ça m'est arrivé à faire carrément un cours sur la PrEP dans une cabine de sauna, quoi. Vous étiez tous les deux tout nus, prêts à faire d'autres choses. C'est pas hyper bandant, quoi, tu vois. Et du coup, c'est quoi la PrEP ? Alors la PrEP, c'est un traitement préventif pour les personnes séronégatives qui permet de rester séronégative même si tu prends des risques. Moi, je fais souvent une analogie avec la pilule contraceptive. Donc c'est un cachet que tu prends avant d'avoir un rapport sexuel et qui va bloquer toute transmission du VIH, même si tu es avec un partenaire séropo qui n'est pas sous traitement, qui a une charge virale élevée, etc. Et la PrEP, c'est une petite révolution dans le milieu de la prévention. En France, c'est remboursé et c'est disponible depuis 4 ans. Aux États-Unis, depuis 8 ans, et tu as des villes comme San Francisco par exemple où l'épidémie du VIH est en train de disparaître complètement. Et moi je dis souvent que la PrEP, outre le fait que c'est une super barrière contre le VIH, c'est aussi un outil de libération sexuelle, parce que tu as des mecs ou des nanas qui peuvent pas utiliser le préservatif de façon systématique, soit parce qu'ils sont travailleuses ou travailleurs du sexe, soit parce que ça les fait débander, soit parce qu'ils ont tendance à prendre des drogues et que parfois sous l'effet de produits psychoactifs, tu gères plus ta prévention. Il y a plein de raisons qui fait qu'en fait la capote c'est pas si évident que ça. Et ces gens-là, ils sont protégés avec la PrEP du coup. Et tu vois, moi par exemple, avec Ed, j'ai fait de l'accompagnement PrEP à l'hôpital Bichat et je me rappelle de ce mec de 50 ans qui m'avait dit tu sais, moi j'ai perdu mon mec du sida dans les années 90, ça m'a traumatisé et du coup moi en tant qu'actif, je pouvais plus mettre de capote, ça me faisait débander. Donc en fait, je me suis résolu à être passif, mais j'étais malheureux dans ma vie sexuelle et j'étais frustré. Et là, grâce à la PrEP, je peux retrouver une vie sexuelle épanouie. Et à 50 ans, ça n'a pas de prix en fait, quoi, tu vois. Bientôt, ça va être prescrit par les médecins généralistes aussi dans quelques mois, parce que pour l'instant, c'est que par les infectiologues, donc à l'hôpital. Mais il faut en parler autour de vous si vous avez des potes gays ou hétéros qui ont beaucoup de partenaires, qui ont une vie sexuelle généreuse, etc., ou qui sont pas à l'aise avec la capote. N'hésitez pas à en parler, c'est hyper important. Et par exemple, si moi j'ai envie de prendre la PrEP, comment faut que je fasse ? Alors aujourd'hui, tu dois prendre rendez-vous dans un CGID, dans un centre gratuit de dépistage, ou dans un hôpital au service maladies infectieuses, et on va te poser des questions par rapport à tes pratiques. Est-ce que tu es multipartenaire ? Est-ce que tu utilises le préservatif de façon systématique ? Est-ce que tu prends des drogues ? Tu vois ? Et selon tes prises de risque, on va évaluer si la PrEP c'est pour toi ou pas. Parce que ça reste quand même un traitement, c'est pas anodin non plus. Et tu le comparais à la pilule, mais c'est un traitement qu'on peut prendre en continu ? Alors, il y a 2 façons de le prendre. Continu et discontinu, malheureusement, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. C'est-à-dire que pour les femmes, c'est obligatoirement en continu parce que la molécule qui est dedans s'absorbe moins vite dans les tissus vaginaux que dans les tissus anaux. On se fait toujours niquer, nous. En vrai, c'est pas très juste. Mais bon, en même temps, là, ils sont en train de travailler sur des versions injectables de la PrEP. Tout ça, ça va évoluer et puis ça va vite, hein, tout ça. N'hésitez pas à en parler à vos copines parce que aujourd'hui, les gays ont bien compris que la PrEP ça marchait et du coup se sont emparés du truc, notamment à Paris, tu vois, où le VIH a diminué de 22%, donc c'est énorme, c'est la première fois et tout que le VIH diminue chez les gays. Par contre, l'effet pervers du truc, c'est qu'il y a une prévention à 2 vitesses qui est en train de s'instaurer. On va dire les gays blancs qui sont bien installés et qui assument leur homosexualité, ils vont se faire dépister régulièrement, ils vont aller prendre la PrEP, leurs potes vont leur en parler et tout. Quand tu es gay, par exemple, je sais pas moi, que tu habites en banlieue, que tu es d'origine étrangère, l'homosexualité est tabou, c'est une sexualité clandestine. Dans la communauté scientifique, on appelle ça des HSH, hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. C'est-à-dire qu'ils se définissent pas forcément gays ni bi. C'est des hétéros qui vont se faire sucer, qui vont enculer des mecs, mais en fait, ils se considèrent pas homo et gay. Du coup, quand ils vont voir une campagne sur la PrEP avec 2 mecs qui s'embrassent, ils vont se dire, non, c'est pas pour moi, en fait, ça. Tu vois ? Et puis, pour les femmes nées à l'étranger, c'est encore une autre problématique. C'est le mari qui est parti au bled et qui a plusieurs femmes, etc. Comment elle fait, elle, pour se protéger ? La PrEP ne protège que celui qui la prend. Mais si la femme peut le prendre même, on va dire, en cachette, ça serait déjà énorme, quoi. Parce qu'elle peut se préserver, justement, du VIH. Et là, il y a un gros travail à faire au niveau de ces publics-là. Qui est en cours, hein, mais... Et aujourd'hui, comment tu t'entends avec ton corps ? Est-ce que tu l'aimes ? Écoute, oui, plutôt mieux qu'avant, on va dire. J'ai jamais été quelqu'un de sportif, musclé, et j'ai été souvent complexé parce que j'avais un petit peu de bide, j'étais très poilu, et du coup, j'avais un petit peu de mal avec tout ça, et en fait, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Aussi parce qu'il y a un mouvement aussi global sur les réseaux sociaux ou quoi, où on voit des corps un peu plus différents. Ça, j'en parle beaucoup aussi avec mon mec, parce que lui, en fait, il m'aime comme je suis, et du coup, en termes d'estime de moi-même, c'est important.
D'ailleurs, c'est assez marrant parce que je suis un peu exhibe maintenant, tu vois. J'aime bien parfois me prendre en photo, bon, pas à poil complètement, mais j'aime bien me prendre en photo, mettre sur Instagram, Twitter. Et bon, des fois, je me prends des remarques et tout, mais il y a pas mal de mecs aussi qui me disent qu'ils me trouvent mignon. Du coup, ça fait du bien à l'estime de soi. Donc, c'est cool. Des 5 sens, lequel est le plus lié à la sexualité pour toi ? Eh bien, je dirais l'ouïe. Pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un de très cérébral. Et en fait, la voix d'un homme pendant que je fais l'amour, ça m'excite énormément. Et quelque part, je peux prendre mon pied comme ça, avec la voix d'un homme, avec ce qu'il me dit, avec le côté un peu kinky, tu vois, ça peut aller assez loin. Ouais. Quelle est la sensation que tu recherches à travers le sexe ? Alors, c'est très bizarre parce que moi, je prends plus mon pied en donnant du plaisir à un homme. Par exemple, j'adore sucer ça. Et même si moi, j'ai pas joui, je peux prendre mon pied comme ça, en fait. Du coup, pour revenir à ta question, je dirais pas le plaisir de l'autre, parce que c'est un plaisir pour moi aussi, mais c'est l'échange, en fait. Tu vois, ce que j'aime avec la sexualité dans les saunas ou quoi, c'est que tu peux partager des moments assez bestials, voire même un peu violents, quoi, tu vois, dans des rapports de force, un petit peu, tu vois, BDSM ou quoi. Et puis, une fois que t'as joui, moi, ça m'est arrivé que le mec, il me prenne dans ses bras pendant 5 minutes et juste, tu vois, un moment hyper tendre, en fait. Je sais pas comment c'est chez vous, les hétéros, mais nous, en tout cas, on a cette capacité d'aller de presque la violence, le côté animal, bestial, à la tendresse, avec une personne inconnue, en plus, de façon assez déconcertante. Et c'est beau, en fait, je trouve. Est-ce que ça te fait peur de vieillir ? Ouais, ça me fait peur, ouais. Parce que je veux pas mourir. Je sais qu'on va tous y passer. Mais en fait, j'aime trop la vie, je kiffe la life. J'aime mon mec, j'aime mes amis, j'aime le cul, j'aime la bouffe, je suis un bon vivant et j'ai pas envie que ça s'arrête en fait. Est-ce que tu penses beaucoup à ça parce que tu es séropositif ou ça n'a rien à voir finalement ? Non, je pense que je pense beaucoup à ça parce que j'ai perdu mes parents jeunes, ils sont morts tous les deux jeunes. Bon, ils étaient alcooliques et fumeurs, donc ça n'aide pas. Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, grâce à mon traitement, et je suis privilégié, parce que je sais que c'est très compliqué, par exemple, chez ceux qui ont vécu les années 80 et 90 et qui sont toujours là aujourd'hui, c'est des survivants, parce qu'ils ont vécu les premiers traitements qui étaient très toxiques pour le corps. Et pour le coup, c'était un peu des cobayes. Et moi, en fait, j'ai bénéficié en fait, de ces avancées thérapeutiques, parce que quand j'ai été diagnostiqué du VIH en 2009, il y avait déjà cette nouvelle génération de trithérapie qui était beaucoup moins néfaste et qui, du coup, permettent une espérance de vie normale, en fait. Donc en vrai, si je fais attention et que je bois pas trop et que je fais pas trop de conneries, je devrais vivre longtemps. Pendant longtemps, on a dit aux gens, allez vous faire dépister, sinon vous allez mourir et tout. Et en fait, ça marche pas, la stratégie de la peur. Au contraire, les gens vont pas se faire dépister parce qu'ils ont peur. Alors que si tu leur dis, si tu es séropositif, tu vas avoir une vie normale, mais il faut le savoir. Le savoir, c'est le pouvoir, se faire dépister et traiter. Là, tu rentres dans une autre façon de penser, en fait. Et moi, je pense que c'est ça la solution aujourd'hui. Si tout le monde se fait dépister et traiter, donc traitement pour les séropositifs, donc ce que je prends moi, et PrEP pour les séronégatifs qui sont plus exposés au VIH, en fait, on a tous les outils aujourd'hui pour mettre fin à l'épidémie. Mais il faut se faire dépister. C'est la clé, en fait. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi ? Alors, je suis venu parce que je trouve que c'est important de donner de la visibilité aux séropos, et je vous en remercie d'ailleurs. En fait, en vrai, vous en avez sûrement autour de vous, mais vous ne le savez pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas, ils sont invisibles, ils sont invisibilisés. Il y a encore beaucoup de honte, beaucoup de stigmates. Alors qu'en vrai, on a une vie normale, on a une espérance de vie normale. Moi, je dis souvent que les gens qui ont du diabète ou quoi, c'est beaucoup plus galère en termes de suivi quotidien, etc. Et en fait, moi, l'image que je veux donner aujourd'hui et en général, c'est on peut être séropo et bien et en bonne santé. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance de pouvoir en parler de façon assez libre parce que j'ai pas de pression sociale, familiale, professionnelle. Donc je suis affranchi de tout ça. Et du coup, alors je dis pas que je suis un porte-parole, je ne parle qu'en mon nom, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux en privé et qui me disent, beaucoup de séropos, qui me disent merci parce que tu vois, nous on aimerait bien pouvoir en parler, mais on peut pas parce que le boulot, la famille, la religion, etc. J'ai envie de libérer la parole, j'ai envie qu'on puisse en parler de façon décomplexée, j'ai envie que les gens aillent se faire dépister, j'ai envie que les séropos puissent en parler à leurs potes, à leurs amants. Puis en plus, ce que les gens savent pas, c'est que
Finalement, aujourd'hui, quand on est dépisté et traité, c'est 1 cachet par jour en fait. Donc les mecs dans les années 90 qui prenaient 10 cachets par jour, c'est terminé, tu vois. Tom Hanks, Philadelphia, tout ça. Moi, je parle souvent du film Philadelphia parce que c'est un film qui nous a tous marqués. Et malheureusement, comme il n'y a pas eu trop de films récents sur le VIH, à part 120 BPM, mais là aussi ça se passe avant l'arrivée des thérapies, donc malheureusement le mec il décède. Bon, désolé pour ceux qui n'ont pas vu le film, j'ai un peu spoilé, mais voilà, il n'y a pas de film récent sur les personnes vivant avec le VIH. C'est pour ça aussi que je témoigne beaucoup, parce qu'en fait j'ai envie de montrer une image différente. Je veux pas banaliser le VIH. Ce que je veux dire aux gens, en fait, c'est faites-vous dépister. Parce qu'en vrai, quand on est dépisté et traité, on a une vie normale aujourd'hui en France. On a accès au traitement, tout est remboursé, tout est pris en charge. Il n'y a pas de raison. Ce qui est compliqué aujourd'hui à vivre avec le VIH, pour moi, c'est le regard de la société sur les personnes vivant avec le VIH. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre les avancées scientifiques, le traitement que je prends, 1 cachet par jour. Tu m'as vu le prendre tout à l'heure en mangeant, tu m'as dit, mais c'est ouf, quoi. Et le regard que les gens peuvent avoir, qui est resté bloqué dans les années 90, tu vois. Il n'y a pas eu une update, en fait, mais c'est pas de leur faute, parce que les médias n'en parlent pas, parce que les fictions n'en parlent pas. Il y a très peu de personnages séropos. C'est ça qui a été compliqué pour moi quand j'ai découvert que j'étais séropositif. C'est que finalement, il n'y avait pas d'image récente positive. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire avec mon blog, avec mes témoignages et tout. C'est juste dire, en fait, je vais bien, je suis heureux, je suis en couple, je suis amoureux, je kiffe la vie, j'ai une vie sexuelle épanouie. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de séropos qui n'ont plus de vie sexuelle ou affective. Moi, j'ai animé des groupes de parole chez Aide, en fait, et les mecs, ils te disaient, mais en fait, moi, ça fait 10 ans que j'ai pas couché avec quelqu'un, tu vois, ou même des femmes aussi, parce que traumatisés, parce que peur de transmettre, alors que tu leur expliques qu'ils ont le traitement et tout, mais en fait ils ont tellement été traumatisés que voilà, il y a un gros travail à faire sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur l'empowerment, et il faut absolument leur donner les clés pour apprendre à s'aimer, et en fait juste leur dire, en fait aujourd'hui, en 2020 en France, quand t'es séropo, t'as une vie normale, t'as une espérance de vie normale, t'as des potes, t'as des amants, tu bosses, tu baises, tu vis, quoi. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, @entrenoslèvres, ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Guillaume Arditi et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours.